suis Dorine d'Avenir Serein. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, mon compagnon et moi-même, nous nous sommes lancés en immobilier locatif. Après 5 années d'acquisition, nous voilà devenus libres financièrement. Désormais, nous accompagnons des personnes qui souhaitent se lancer en immobilier. Dans ce podcast, je vous partage des stratégies, des bonnes pratiques, des retours d'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à devenir un investisseur serein avec l'épisode du jour. Dans cet épisode, nous allons voir les 3 erreurs les plus fréquentes en immobilier. Première erreur, mettre trop d'apports. Oui, c'est malheureux à dire, mais c'est une erreur encore beaucoup trop fréquente. Il faut vraiment comprendre que son argent, le cash qu'on a accumulé avec notre dur travail, sur lequel on a également payé de l'impôt sur le revenu, celui qui est bien au chaud sur notre compte en banque, celui-là, il a la valeur d'un joker. Il ne faut surtout pas le toucher ou uniquement en cas de besoin absolu. Pourquoi cette règle est indispensable ? En fait, il faut savoir que quand on place son cash dans un investissement immobilier, cela équivaut à se faire un prêt à soi-même avec un rendement égal au taux du prêt de la banque. Donc, si aujourd'hui les taux des banques sont à 1%, cela signifie que c'est comme si vous placiez votre argent liquide, votre argent disponible, à un taux de 1%. Franchement, qui est-ce qui a envie de placer son argent sur un taux à 1% ? Personne. Donc, il faut arrêter de se dire « oui, mais comme ça baisse mes mensualités ». Non, c'est juste un joker qu'il faut garder pour plus tard. Vous verrez peut-être des solutions pour pouvoir vous en servir, mais non, gardez votre cash, il faut maximiser votre endettement. C'est comme ça que vous allez vous enrichir sur le long terme. Gardez votre argent bien au chaud, ça vous permet de dormir sur vos 2 oreilles et même si vous en avez énormément, parce que nous c'était notre cas aussi, on avait beaucoup d'économies de côté, mais on faisait tout pour les placer jusqu'au dernier moment. Il s'avère que pour les 2 premiers immeubles que nous avons achetés, nous n'avions pas eu besoin de mettre d'apport. Peut-être juste un petit peu les frais de notaire pour le premier. Pour le deuxième, on était devenu meilleur, on avait compris qu'on pouvait ne pas mettre d'apport et réussir à se faire financer les frais de notaire par la banque. Et pour notre 3e immeuble, du coup, il s'avère que c'était un peu plus compliqué pour décrocher notre prêt comme on était déjà bien endetté. Et on était bien content d'avoir le joker qui était au chaud pour pouvoir convaincre la banque en sortant un petit peu de cash. Ok ? Bon, je ferai des épisodes un peu plus dédiés là-dessus, mais il faut vraiment se dire que c'est une base. Il faut essayer de mettre le moins d'apport possible. Et je précise, les banquiers, forcément, ils vont essayer de vous en faire mettre, parce que ça les sécurise. Mais il ne faut pas que vous montriez que vous êtes disposé à le mettre, et que vous dites « Ah moi j'ai plein de cash, si vous voulez j'en mets ». Non, il faut réussir à la jouer fine pour que cela n'arrive pas. Voilà. Donc maintenant, 2e erreur. La 2e erreur qui est malheureusement très triste à mes yeux, c'est de choisir le mauvais régime fiscal. Oui, c'est triste parce que ça arrive à plein de monde et je le comprends parce que franchement, les régimes fiscaux en immobilier, mais c'est un casse-tête. C'est un casse-tête infernal qu'on n'a pas du tout envie de relever. Et on peut perdre une tonne d'argent, mais juste parce qu'on n'a pas choisi le bon régime fiscal. Et c'est trop dommage. Donc voilà, je voulais juste vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez trouvé une affaire qui vous rapporte 1 000 € de loyer, et que vous avez une mensualité à 600 €, évidemment, sans avoir triché en ayant mis du cash, une vraie mensualité de 600 € qui paye absolument tout l'investissement. Et du ce fait, vous vous dites, c'est formidable, je vais avoir du cash flow positif, ça va être bien, après les charges, je vais m'en sortir. Mais manque de peau. Si vous avez choisi le régime foncier, qui va faire que vous allez être imposé à votre taux marginal d'imposition, donc si vous avez de bons revenus, ça monte vite à 30%, et en fait, vous perdez 300 € tous les mois juste à cause des impôts, à cause de votre régime foncier. Et c'est trop dommage parce que c'était une affaire qui partait sur un cash flow positif, vous étiez trop content, et bam, vous vous retrouvez avec un cash flow négatif à cause des impôts. Voilà, donc vraiment, il faut prendre le temps de choisir le bon régime fiscal. Je vais également faire des podcasts à ce sujet, si jamais ça vous intéresse. Tenez-moi au courant. Et enfin, la 3e erreur, qui est de déléguer la recherche du bien immobilier.
C'est une erreur que peuvent faire souvent des personnes qui sont assez aisées, qui ont des bons revenus, qui se disent qu'elles n'ont pas le temps de s'en occuper. Mais en fait, le problème, c'est que ça vous met dans une situation où vous n'allez pas réussir à dégager un cash flow de dingue en faisant ça. Si votre objectif, c'est d'augmenter vos revenus et de pouvoir baisser votre rythme de travail parce que justement vous êtes débordé, prenez le temps de vraiment faire la recherche du bien immobilier par vous-même. Pourquoi ? Alors, il y a 2 sortes de scénarios que je vois. Le premier scénario qui est entre guillemets le pire, parce que c'est celui où le cash flow sera forcément négatif, c'est les produits tout compris. Donc c'est les produits type Pinel, Cellier, Bouvard. Alors je ne sais pas si les noms ont changé depuis, mais disons que c'est un peu les programmes que les banques vendent à leurs bons clients qui ont des bons revenus et qui payent de bons impôts en leur disant « Regardez, vous allez payer beaucoup moins d'impôts, vous allez gagner 60 000 € d'impôts en 10 ans. » Alors c'est sûr, c'est très marketing parce que ça donne très envie d'acheter, mais en réalité, vous allez avoir une rentabilité qui va être basse et votre cash flow ne sera pas au rendez-vous. Donc tout le monde va se servir sur votre dos pendant que vous allez croire que vous faites une bonne affaire parce que vous allez économiser des impôts. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que ça, c'est pas, pour moi, pas une bonne approche. En tous les cas, quand on n'est pas encore rentier, quand on travaille dur, qu'on a envie de se dégager du cash flow et de diminuer son temps de travail, le fait de faire ça, c'est franchement pour moi, c'est pas une bonne idée parce que c'est dommage. Voilà. Ensuite, le deuxième scénario, c'est quand on mandate un agent immobilier en lui disant « Ah, j'aimerais bien acheter un immeuble de rapport ou un appartement pour faire un investissement locatif. Contactez-moi quand vous avez une bonne affaire. » Mais en fait, le problème, c'est que rien que dans la phrase, il y a un truc qui cloche. C'est que qu'est-ce que l'agent immobilier a à faire de vous trouver une bonne affaire ? Il s'en fiche, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est juste vous vendre un truc pour avoir une commission. Si vous ne prenez pas le temps de faire des visites pour vous rendre compte qu'est-ce qui existe sur le marché, qu'est-ce qui est une bonne affaire ou pas, et bien en fait, vous n'avez aucune chance d'avoir la bonne affaire. Ça, c'est sûr et certain. L'agent immobilier, il va voir venir la personne qui a aucune expérience en immobilier, qui dit « Ah, je voudrais une bonne affaire, un appartement avec une bonne rentabilité, ou j'aimerais avoir un immeuble avec une bonne rentabilité. » Mais en fait, c'est certain que déjà, si jamais il y a vraiment une bonne affaire, franchement, j'imagine bien qu'il ne va pas vous appeler vous alors qu'il ne vous connaît pas, il n'est pas sûr de votre solvabilité, donc il n'a aucun intérêt à vous appeler vous en premier. Il va forcément appeler d'abord dans son portefeuille d'investisseurs qu'il connaît déjà, en quel il a confiance, qui sait qu'ils ont du cash, donc il va les faire passer en priorité. Peut-être que lui-même investi en immobilier, peut-être qu'il a aussi tout un carnet d'adresses avec des marchands de biens avec lesquels il travaille, donc tout cela vont passer avant vous. Vous allez être le dernier sur la liste qu'il va appeler en se disant « Ah oui, il y a un Parisien ou j'en sais rien, quelqu'un, disons un Lyonnais qui a appelé, qui connaît pas du tout le marché ici, et puis lui, bah tiens, je vais l'appeler parce que bon, c'est ma dernière chance, parce que tous mes bons contacts dont j'ai vraiment confiance ont refusé cette offre parce qu'elle n'était pas assez bonne, et là, il va vous appeler en vous disant « Ah, j'ai trouvé une super affaire !» Bah ouais, mais en fait, voilà, c'est râpé. C'est râpé. Donc, c'est râpé, et en plus de ça, vous allez pouvoir vous faire entuber parce que comme vous n'aurez pas fait de visite, bah vous n'aurez pas l'œil aguerri de la bonne affaire. Voilà, donc je suis pas contre le fait de déléguer, mais par pitié, vous pouvez, à la limite, vous pouvez tout déléguer, hein, les travaux, la gestion locative, la mise en location, tout ça, oui, je veux bien. Mais la recherche du bien, pour moi, c'est vraiment crucial, c'est quelque chose qui est au cœur du business de l'immobilier et il faut le faire soi-même, à la fois pour se former et pour essayer de viser une rentabilité correcte. L'épisode touche à sa fin. Je récapitule rapidement les 3 erreurs les plus fréquentes en immobilier. La première, c'était de mettre trop d'apports. La deuxième, c'était de choisir le mauvais régime fiscal. Et c'est promis, je vais vous faire des épisodes là-dessus. Et la troisième erreur, c'était de déléguer la recherche du bien immobilier. Voilà, j'espère que grâce à cet épisode, vous êtes parés pour ne pas faire ces 3 erreurs. Laissez-moi des commentaires si jamais vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que j'approfondisse. Je suis là pour ça et ça me fait très plaisir. Au revoir et à bientôt.